Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Valérie, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, les, la vue d'un poisson sur les zones inondables. Et le sujet que je vais vous présenter, c'est les échanges trophiques entre un lac et sa plaine d'inondation, vue par un poisson, justement. Et de manière plus générale, je vais d'abord présenter les zones inondables, les milieux humides. Pour vous faire simple, ça représente 6% seulement de la surface terrestre, mais 40% des espèces végétales et animales ont une partie de leur cycle de vie dans ces milieux-là. Donc, c'est vraiment des milieux à préserver. Ça, c'était l'intro. Donc, moi, le lac que j'étudie, c'est le lac Saint-Pierre, qui est un élargissement du Saint-Laurent, donc qui est juste en amont de Trois-Rivières, donc qui est entre Montréal et Québec. Et donc, c'est un lac qui fait 34 km de long à peu près, jusqu'à 14, voire 16 km de large quand il est inondé. Et c'est un lac très intéressant puisqu'il est peu profond. Si on exclut le chenal principal que vous voyez ici en blanc sur la carte, le chenal de navigation, il fait en moyenne 4 mètres de profondeur, donc c'est-à-dire que toute la colonne d'eau est traversée par la lumière. Donc, il peut y avoir de la végétation tout, sur tout le lac, ce qui rend un habitat très favorable pour les poissons. Et ce lac est aussi très intéressant pour le Québec, puisqu'il représente un tiers de toutes les zones inondables du bassin versant du Saint-Laurent. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, comme je vous l'avais dit, les zones humides sont intéressantes à préserver, et c'est pour ça d'ailleurs que le lac Saint-Pierre est un site classé Natura Nobile. Et je peux déjà vous présenter que la rive sud-est est notamment une zone protégée. Donc, pour vous faire un petit aperçu en vrai euh, par drone, on voit qu'il y a une sacrée grande différence justement entre l'été et la période d'inondation, où on voit là, il y a déjà 2 kilomètres en fait de, de marnage, si on pourrait dire. Mais ça, c'est encore en 2021, c'était une petite année, donc des fois, ça peut même aller derrière, encore plus loin. Donc, pour vous faire un petit historique d'abord de Slack, il est énormément utilisé par l'homme et notamment par l'agriculture. Et comme on peut voir du coup sur cette carte, c'est principalement du coup la plaine inondable étant jaune, comme quelques années après, et ce qui représente en fait une culture pérenne, donc c'est plus souvent du fourrage pour le bétail, mais sauf que seulement depuis une trentaine d'années, les pratiques agricoles ont énormément changé, donc on peut voir que c'est passé principalement en culture annuelle, donc c'est-à-dire du maïs et du soya, ce qui modifie extrêmement le type de sol, puisque vous avez déjà dû voir en fait des champs de maïs et le sol est quasiment à nu. Il y a juste la tige et après il n'y a rien. Donc ce qui fait un habitat très peu favorable pour le poisson. Et c'est pour ça que je vais en venir justement à cet exemple-là de la perche chaude, qui est connu de beaucoup de monde, et qu'on voit que le stock de perche chaude a énormément baissé. Et ce, malgré des mesures de préservation dans les années en 1997, où il y avait justement eu un quota pour sauver la perche chaude. Et on voit bien qu'en 1997, il y a un regain 2 ans après, puisque c'est la période qu'on a justement pour après obtenir des perches chaudes, pardon, euh, qu'on peut récolter, mais on voit que ça redescend inexorablement, puisque l'habitat était déjà abîmé, donc il y avait plus de l'habitat n'était plus favorable pour la perche chaude. Et depuis 2012, il y a un moratoire qui permet en fait d'essayer de préserver cette espèce et qui interdit toute pêche. Donc c'est dans ce cadre-là que mon sujet de recherche s'inscrit. Donc pour essayer d'expliquer en fait l'intérêt de la plaine d'inondation et les échanges qu'il peut y avoir entre ces milieux-là, que sont le lac et la plaine d'inondation, et ces échanges qui sont faits par les poissons.
Donc, on sait déjà et depuis longtemps qu'il y a des études qui expliquent justement cette dynamique de l'eau transversale ou latérale, donc soit le long d'un cours d'eau d'amont en aval ou de manière latérale. Mais on veut essayer de savoir un peu plus comment ces poissons-là sont caractérisés. Donc, pour que ce soit un petit peu plus clair, on sait déjà que c'est les organismes, et dans mon cas, les poissons, qui sont à l'origine des échanges d'énergie, puisque ce sont eux qui peuvent facilement se déplacer. Mais quand on parle en plus de mobilité, il y a un autre concept qui dit que en fait, ce sont les grands individus qui sont à l'origine justement de ce couplage entre habitats, puisque plus on est grand, plus on a une capacité de mobilité supérieure. Donc, ce sont les grands individus qui permettent en fait le couplage entre ces habitats. Donc, c'est ce que je veux essayer de montrer. Et donc, j'ai réalisé mon terrain sur 2 ans, donc pendant la période d'inondation et 2 périodes en été pour associer au cycle biologique des poissons. Et comme je vous l'avais dit, justement, j'ai échantillonné en 2022 seulement la partie inondable et plus après dans le lac, puisque cette zone est réservée et c'est le site protégé et en plus un site militaire. Donc, pour éviter toute mine, j'ai pas échantillonné ça, sinon tout le lac. Et donc, on peut déjà voir effectivement que la pleine inondation en 2021 était beaucoup moins intense. Donc, après avoir échantillonné tout ça, je me suis posé des questions pour savoir qu'est-ce qui caractérisait les poissons qu'on retrouvait dans la plaine, à la différence de ceux qu'on retrouve dans le lac. Donc, notamment, par exemple, leur période de reproduction, pour savoir si effectivement c'était des poissons qui venaient pour se reproduire, ou par exemple l'orientation de leur bouche, pour savoir si ça traduisait un certain mode d'alimentation caractérisé justement par l'utilisation de la plaine, qui pouvait être potentiellement plus des mangeurs de fond, par exemple. Ma deuxième question, c'était de savoir justement s'ils y vont effectivement pour se nourrir, à quelle proportion ces poissons utilisent la plaine. Et donc, par analyse isotopique, je vais réaliser ça. Et ma troisième question, c'est après toute cette utilisation de ces ressources, donc de ces subsides, donc c'est les apports d'énergie qui viennent de l'extérieur du milieu, donc c'est-à-dire l'extérieur du milieu, sachant que notre milieu, c'est le lac, donc tout ce qui vient de la plaine, et donc essayer de voir en fait l'impact que ça aura sur ma distribution de la biomasse de mes poissons. Donc, est-ce que ça va booster mes petits poissons qui augmenteront du coup en nombre, qui augmenteront aussi les grands, ou si ça boostera seulement les grands, puisqu'on suppose que c'est eux qui vont aller plus facilement dans la plaine. Donc, je pourrais analyser ça par la suite. Mais de ce que j'ai pour l'instant trouvé, c'est que effectivement, les poissons qu'on retrouve principalement dans la plaine ont une période de reproduction précoce, ce qui traduit, pour revenir à notre idée de préserver ce milieu-là, et qui, malgré tout, pour l'homme, une inondation, c'est pas cool, mais pour les poissons, une inondation sur des zones euh, neuves, on va dire comme des friches, c'est très important puisque ça met en valeur que l'habitat ce type d'habitat pour le poisson est intéressant. Mais par contre, de ce que j'ai trouvé, c'est que les poissons qu'on retrouve dans la plaine sont pas nécessairement en fait de grands poissons. Donc là, après, ça met en lumière que c'est effectivement à une petite échelle. C'est pas comme ce que la GMH prévoyait, le couplage entre habitats qui sont vraiment loin, ou par exemple, c'est que des oiseaux migrateurs qui permettent le couplage entre deux grands habitats qui sont vraiment très loin. Alors que là, c'est juste d'un littoral à un littoral un peu plus avancé. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas mis en valeur par des grands poissons. Voilà. J'espère que vous avez tout compris, mais j'attends vos questions.
Oui, tu peux couper le partage. Merci beaucoup, Thibaut. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que tu as fait aussi un gros effort de vulgarisation. Donc ça, j'apprécie parce que je pense que tout le monde a compris que la biologie pure, c'était pas du tout mon fort. Donc merci pour ça. Moi, j'avais peut-être une question du coup sur tes propres observations, puisque bon, j'ai lu ta biographie, puisque j'ai organisé le webinaire là. J'ai vu que tu étais un homme de terrain, mais j'aurais bien aimé savoir si toi-même, au cours des quelques dernières années, tu avais observé des différences dans les milieux aquatiques dans lesquels tu fais des prélèvements. Ah ben oui, vraiment, en fonction, parce que avant ça, j'avais travaillé dans un bureau d'études où j'ai pu faire des pêches électriques et je le voyais vraiment en fonction de la berge, du type de berge. On retrouvait vraiment plus ou moins de poissons, et même la façon dont la rivière était, si c'était juste un U bétonné, même s'il y avait eu de la mousse qui avait pu se développer ou quoi, on avait trouvé une grenouille. Alors que, alors que dans d'autres cours d'eau, même des petits cours d'eau qui ont 5 centimètres d'eau parfois, et dès qu'il y a un petit trou, on trouve plein de poissons parce que à côté, il y avait de la végétation qui permettait de protéger le cours d'eau, qui apportait justement les feuilles mortes apportaient justement des nutriments, tous ces subsides-là, justement, ces intrants d'énergie. Donc, ouais, vraiment, l'à côté du cours d'eau, il faut vraiment voir à une échelle plus grande pour pouvoir répondre et protéger un cours d'eau. Ok, mais du coup, si j'ai bien compris, ce que ça implique, c'est que toi, tu as parlé des 30 dernières années, surtout importantes en termes de modification de l'habitat, mais c'est une évolution qui va en crescendo. Parce que ça aurait commencé il y a une trentaine d'années, on a des données en tout cas qui abondent dans ce sens-là depuis les 30 dernières années, mais ça semble s'accélérer. Le lac, pour le lac Saint-Pierre en tout cas, la plaine d'inondation a toujours autant été utilisée et on le voit maintenant, c'est quasi que du rouge, donc les cultures annuelles. Donc depuis 30 ans, ça n'a pas trop bougé d'un point de vue proportion de la plaine en type d'utilisation, mais on est à plus de 80 voire 90% d'utilisation dans ce type d'utilisation du sol. Et c'est ça le gros problème. Donc ça a été vraiment d'un coup. Et c'est ça qui a posé problème. Mais après, pour les agriculteurs, c'est compliqué. Mais en même temps, j'avais discuté avec certains que c'est sûr, quand c'est une longue inondation pour eux, ils sont pas très contents parce qu'ils perdent une récolte, parce qu'ils auraient pu faire tourner une série de blé ou voilà. Mais sauf qu'après, quand l'eau se retire, ils ont une terre super riche justement en nutriments, puisque justement les sols ont été lessivés, et donc c'est une terre qui est extrêmement riche. Donc après, c'est sûr, même s'ils en font moins, ils font quand même une meilleure année sur leur deuxième récolte. Donc c'est un compromis à trouver avec eux, Ok, donc c'est mais vraiment avoir le long terme, hein. c'est ça. Donc on commence à avoir quelques résultats où justement les pratiques de soya et maïs améliorées, donc en fait sont un peu plus espacées avec un peu plus d'habitat, on va dire, de fourrage. C'est un intercalaire, en fait, une culture intercalaire. Et il y a une tendance pour que les résultats, justement, pour les perches chaudes, par exemple, c'est bénéfique, en tout cas. On retrouve plus de poissons quand c'est des cultures, c'est des cultures comme ça, mais c'est juste des résultats, des débuts de résultats. Donc, j'y vais à tâtons avec ça, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est dans la bonne voie Ok, pour essayer de trouver bah, des merci. solutions. Il y a peut-être moyen qu'on discute plus tard, vu que je travaille sur les risques systémiques, pour qu'on essaye de voir ce qui peut être mis en place justement comme solution sur le long terme pour les agriculteurs, puis pour l'habitat. Merci beaucoup pour tes réponses. Corentin, je pense que tu avais une question aussi. Oui, Thibaut, j'avais une question. Je voulais savoir si tu avais pu observer ou voir dans tes recherches si certaines espèces étaient soit impactées, soit favorisées, des espèces d'intérêt écologique ou halieutique, par une plus grande intensité des inondations ou un plus gros temps d'inondation. Alors ça, justement,
ça pourra être utile. Je pourrais réussir, je l'espère, à l'expliquer avec mes résultats. Comme j'ai 2 années et ces 2 années sont clairement différentes. En 2021, l'inondation a été courte et bon, haute, enfin, à un niveau correct, mais vraiment très court. Alors qu'en 2022, elle a été de la même hauteur, mais sur un temps beaucoup plus long, donc presque un mois et demi, alors que en 2021, c'était 2 semaines, même pas. Et donc, je pourrais essayer de comparer justement cet effet-là, mais pour faire les choses encore mieux, il aurait fallu que je fasse ça sur plein d'années différentes. Donc, j'ai pensé à d'essayer de récupérer des données de pêche, des pêcheries professionnelles, pour voir justement sur le long terme, en fonction des années, si c'était une longue inondation ou pas, de voir s'ils avaient un stock plus conséquent en poissons. Donc ça, je pourrais essayer de rajouter ce volet-là, effectivement, et répondre à cette question, mais pour l'instant, je ne peux pas dire. Et c'est toujours quelques années après qu'on a du coup les cohortes sur les années de reproduction qui deviennent adultes 2 ans après seulement. Donc, je peux pas y répondre tout de suite. Pas de problème. Merci Thibaut. Mais la suite dans un prochain épisode. Si C'est personne n'a ça. d'autres questions pour Thibaut, je vais laisser la parole à Corentin maintenant. Alors, tout le monde voit tout? Donc, C'est bon. bonjour à tous. Je vais vous parler de mon sujet de recherche maintenant, le rôle des capsules de l'Oppedium glacialis dans le cycle du carbone des écosystèmes de lacs boréaux. Alors, non, c'est pas mal. Ah, petit souci. Ah, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est bien d'étudier le zooplancton? Eh ben, premièrement, parce que le zooplancton, on le retrouve un petit peu partout dans les écosystèmes aquatiques, c'est ça ce que ça veut dire qui étudie Quist. Et il est utile pour étudier les transferts d'énergie, puisque le zooplancton, il va se nourrir sur les premières productions primaires, en fait, tout ce qui va être la biomasse végétale, notamment les microalgues dans la colonne d'eau. Et du coup, il va aussi influencer les potentiels de pêcherie. Dans l'autre sens, ça va être une base aussi de nourriture pour les consommateurs supérieurs que sont nos poissons. Et ensuite, il va aussi contribuer à la formation de sédiments, puisque toutes ces petites bibites-là, comme vous voyez, il y en a beaucoup ici qui sont des crustacés. Ils vont avoir des carapaces qui, quand ils vont muer, vont se déposer au fond du lac ou des rivières. Et ils vont aussi relâcher toute une affaire de matière organique qui vont former ces sédiments-là. Et enfin, il pourrait, c'est mon cas, mon sujet de recherche, jouer un rôle important dans le cycle du carbone. Alors, moi, je suis parti d'une étude qui a été faite en 2011 par les Bartow et Jones, où ils proposaient que des méduses, quand elles proliféraient dans les océans, au bout d'un moment, elles meurent et puis elles se déposent au fond des océans où, comme vous voyez ici, toutes les langoustes qui viennent dégrader cette matière gélatineuse qui vient s'enfoncer dans le sédiment à des centaines de mètres de profondeur. Ce phénomène-là de jellyfall, ce qu'on appelle, il est connu dans les océans grâce à ce papier qui a fait un peu de bruit dans la communauté scientifique, mais il est absolument pas étudié en eau douce. Et du coup, cette étude-là, elle serait utile pour comprendre les cycles biogéochimiques des lacs, au même titre que les cycles biogéochimiques marins dans le cas de Lepanto et Jones. Et en plus de ça, il est d'actualité dans le contexte des changements climatiques, puisque les changements climatiques dans les océans va augmenter l'absorption du carbone atmosphérique par les étages supérieurs, proches de la surface des océans. Ce carbone-là, il va être utilisé par le phytoplancton pour produire de la matière organique, qui va être consommé par le zooplancton et les petits poissons, puis être consommé lui-même par ces méduses, et donc faire une forme de pont biologique vers le fond marin. Ensuite, il y a une autre affaire dont j'ai eu vent, c'est le phénomène de gélification des lacs boréaux. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? En fait, il y a une diminution de la concentration des lacs en calcium qui est observée
depuis quelques décennies, à cause des pluies acides qui résultent elles-mêmes d'une augmentation des activités industrielles dans l'hémisphère nord à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on voit ici sur cette première figure issue du travail de Jezerski et autres que on a une diminution, donc sous l'axe 1,1, énormément de points là dans les lacs, de la concentration en calcium entre les années 80 et 2004-2005. Qu'est-ce que ça donne après sur notre communauté zooplanctonique? Eh bien, on a une diminution de l'abondance des daphnidés qui sont des petits crustacés zooplanctoniques, des petites puces d'eau. Et on voit ici, donc à gauche, peu de calcium, à droite, beaucoup de calcium. Plus on a de calcium, plus on a de daphnie, et moins on a de calcium, moins on a de daphnie. Mais qu'est-ce que ça va nous faire, nous, sur nos holopédiums? Eh bien, en fait, déjà de base, le calcium, on voit ici une diminution assez nette depuis les années 80 jusqu'à 2010. Et à contrario, on voit une augmentation de l'abondance proportionnelle, c'est-à-dire le nombre d'holopédiums qu'on a dans tel lac comparé au nombre total d'organismes zooplanctoniques dans ces lacs, qui s'inversent en fait. Ces deux tendances-là s'inversent. Donc moins on a de calcium, plus on aurait d'holopédium. Et d'un autre côté, on voit aussi ici en noir notre abondance proportionnelle de daphnidés qui diminue, tandis que l'abondance proportionnelle d'holopédium augmente sur ces mêmes années dans les lacs boréaux. Donc du coup, on voit que moins il y a de calcium, moins il y a de daphnie. À contrario, moins il y a de daphnie, plus il y a d'holopédium. Et ça, en fait, Jezerski l'explique par le fait que les daphnies seraient le principal compétiteur de l'holopédium. Et holopédium profiterait justement de cette déplétion en abondance des daphnies pour envahir nos lacs et se multiplier à vitesse grand V. Donc depuis tout à l'heure, on parle d'holopédium, mais qui est holopédium? Holopédium, c'est un diplostracé gélatineux, c'est-à-dire c'est un organisme zooplanctonique, un petit crustacé qui est largement distribué dans les lacs boréaux, notamment dans l'hémisphère nord du coup. Sa carapace, elle est fine, contrairement aux daphnies. Mais pour pallier à ça, il fait une capsule en gélatine qui peut mesurer jusqu'à 2 à 3 fois sa taille. Et en fait, cette capsule en gélatine, elle va diminuer la prédation, notamment par les poissons, puisque elle sera trop grosse pour que l'holopédium puisse être engamé par les bébés poissons. Et en plus de ça, cette capsule en gélatine-là, elle est assez pauvre en nutriments. Elle est composée de quoi? Elle est certes riche en carbone, mais ce sont des sucres mucopolysaccharides soufrés et des groupes carboxyles. Donc pas des réserves de lipides, ni des sucres faciles, si faciles que ça à digérer par nos poissons. Donc cette capsule gélatineuse-là, elle est ôtée lors de la mue, et dans certaines conditions de stress, comme la surpopulation ou des mouvements mécaniques de l'eau, comme des vagues. Et du coup, elle prendrait à peu près 2 heures à se refaire quand le mécanisme de remplacement est mis en place dans le cadre de la mue, mais ça peut prendre jusqu'à 24 heures dans un cas de stress. Et holopédium va exploser en termes d'abondance 2 fois par année dans le lac. Et sachant que cette abondance-là, elle va être aussi annuelle dépendante. On aura des forces de multiplication de l'holopédium qui sont très différentes d'une année sur l'autre et qui sont dépendantes d'énormément de paramètres. Donc moi, à partir de toutes ces informations-là, j'ai récupéré le travail de Lebrato et Jones et je me suis fait mon petit modèle. Ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, vous voyez que c'est quand même assez complexe, c'est moins ce dont on parle souvent de l'absorption de carbone à la surface du lac, puis son utilisation par le phytoplancton, puisque contrairement aux océans, nos lacs sont ont un pouvoir tampon moindre que les océans pour capter ce carbone-là. En revanche, le carbone organique dissous, qui lui va venir des espaces forestiers par les affluents de rivières, va lui peut-être jouer un rôle plus important dans cette affaire. Donc, est-ce que il y a une affaire d'utilisation de ce carbone-là par holopédium? On ne sait pas pour le moment. Ce qui est démontré, c'est que ce carbone-là, il va avoir une influence sur la couleur de l'eau, qui va donner une couleur un peu de café à nos lacs, et du coup va avoir un certain pouvoir protecteur sur holopédium vis-à-vis de ses prédateurs. Et ensuite, bien sûr, je vais regarder aussi, quand il perd cette capsule, toute cette matière gélatineuse, la J-pomme,
ce que ça va représenter et quelle va être l'importance en fait des jelly falls, donc du dépôt de cette matière gélatineuse là au fond du lac ou de sa décomposition, puis repartir en fait dans le carbone organique particulier dans le lac. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu les conséquences de cette prolifération. Donc là c'est un petit réseau trophique, une petite chaîne alimentaire un peu standard et très simplifiée, où on voit du phytoplancton qui est utilisé donc à la fois par Holopodium et Daphnie, mais Daphnie est plus efficace pour capturer le phytoplancton parce qu'elle n'est pas gênée, notre petite Daphnie, par une capsule en gélatine qui limiterait un petit peu ses mouvements. En revanche, nos petites larves de poisson à droite, elles vont pouvoir assez facilement attraper les Daphnies, mais plus difficilement avaler Holopedium avec sa grosse capsule en gélatine. Du coup, si on diminue le calcium dans le lac, on augmente l'acidité aussi, ce qu'on voit, c'est que nos Daphnies, elles ne peuvent plus faire leur petite carapace épaisse en calcium, et donc elles seront de facto moins nombreuses. Tandis que l'Holopedium, lui, n'est pas impacté par cette baisse de calcium. En revanche, le fait qu'il ait moins de compétiteurs, ça fait plus de ressources pour lui, et donc il peut proliférer. Et notre petit poisson, il a plus grand-chose à manger après. L'autre impact que ça va avoir, c'est que cette capsule en gélatine, elle va pouvoir boucher les systèmes de filtration d'eau des lacs. On a eu des retours de personnes qui habitent sur les lacs que j'ai étudiés, qui disaient qu'en fait, cette capsule en gélatine-là, elle allait cloguer leur pompe quand ils récupéraient l'eau de ces lacs-là pour une utilisation domestique, pour la piscine, pour arroser le jardin. Donc ça peut avoir des conséquences aussi assez drastiques, à la fois sur l'économie, la sociologie, les abords des lacs. Et enfin, la question reste sur le métabolisme des lacs, donc sur notre cycle du carbone des lacs. Qu'est-ce que ça va donner? Pour le moment, on ne sait pas grand-chose. Les premières observations, je les ai faites sur les données du National Lake Assessment aux États-Unis, réalisé par l'Environmental Protection Agency. Et ce qu'on voit sur cette première carte en haut, c'est la distribution des concentrations en carbone organique dissous dans les lacs naturels au nord du 40e parallèle. Alors pourquoi 40e parallèle? Parce que c'est l'aire de distribution de Holopedium. Ce qu'on voit, c'est que on a comme des concentrations assez faibles en fait de carbone organique dissous dans la plupart des lacs, puis des concentrations très très élevées ici au centre, là où on a énormément de zones agricoles, mais sur les zones montagneuses, aux abords du bouclier aussi, puis là ici au nord-est, dans les Appalaches, on voit des concentrations qui sont quand même assez faibles. Donc faut se rendre compte aussi que ce gradient-là, la plupart des lacs, vous le voyez bien, est plutôt situé dans cette zone-là qui est pas très riche en carbone. Donc là, on parle vraiment d'un enrichissement assez fort en carbone. Et qu'est-ce que ça va donner sur nos holopédiums? La même carte avec nos abondances relatives, donc un pourcentage de représentativité de l'holopédium par rapport à la communauté zooplanctonique. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont distribués aussi dans ces zones-là qui sont quand même relativement pauvres en carbone. Mais on atteint quand même des concentrations de l'holopédium qui atteignent les 100%. Dans certains endroits, ici, là et là. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que l'holopédium supplante carrément tous les autres organismes dans certains lacs, et on l'observe déjà en 2007. Du coup, ce qu'on peut en retirer, c'est que à la fois on voit déjà des abondances très très importantes de l'holopédium aux États-Unis qui supplantent carrément les autres organismes dans la communauté, mais qu'en plus de ça, il semblerait qu'il y ait comme un seuil de la concentration en carbone au-delà duquel l'holopédium n'arrive pas tant à survivre. Ce qu'on voit aussi sur mes données, donc là, c'est mes données d'abondance de l'holopédium. Je vais retirer tous les lacs dans lesquels il ne faisait pas partie. Et en abscisse, on a la concentration en carbone organique dissous. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une légère tendance à l'augmentation. Alors la question, c'est est-ce que cette augmentation de l'abondance de l'holopédium, très relative, hein, bien sûr, en fonction du carbone organique dissous, elle est due à l'effet protecteur du carbone organique dissous, ou est-ce qu'elle est due à une certaine utilisation de ce carbone organique dissous? Peut-être que déjà à ces concentrations-là, le carbone organique dissous n'est pour l'holopédium pas si limitant pour fabriquer ces capsules.
Mais ceci dit, on voit quand même une augmentation, ce qui laisse à présager une possible utilisation. Donc ça, on verra plus tard dans mes recherches, et ça nécessitera des analyses plus poussées de la composition, notamment de la capsule en gélatine, et de la composition de ce carbone organique dissous dans nos lacs. Et ensuite, on voit aussi une acidification des lacs, donc avec une diminution du carbone organique dissous. Si on regarde l'axe dans ce sens-là, ce qu'on voit, c'est qu'une augmentation de l'oppédium avec une plus faible concentration en calcium. Et certaines daphnies, ici le genre Seriodaphnia, vont au contraire augmenter avec une augmentation de la concentration en calcium. Donc il y a vraiment un shift qui se fait autour de ce seuil de concentration ici pour les Seriodaphnies et les Holopédium. Mais ce shift-là, il va être dépendant bien sûr de l'espèce à laquelle on la compare, et notamment à sa capacité à supporter des variations de calcium déjà annuelles, et ensuite des concentrations de calcium plus ou moins faibles dans son habitat. Si on regardait d'autres genres comme le genre Daphnia, où il y a énormément d'espèces, on a des espèces de Daphnie qui vont être quasiment pas impactées par la concentration en calcium, peut-être parce qu'elles sont plus petites et qu'elles n'ont pas besoin de tant de calcium disponible pour faire une carapace. Puis d'autres espèces de Daphnie qui, elles, en dessous d'un seuil encore plus élevé, pourraient même pas croiseraient même pas tant les holopédiums en fait. Donc ensuite, ce qu'on voit, c'est que si on regarde le papier de Keller en 2007, on voit aussi une augmentation du carbone organique dissous dans les lacs boréaux, donc c'est pas réservé aux océans. Et ça depuis les années 80, donc jusqu'à 2003-2005, l'augmentation de ce carbone organique dissous est assez nette. De même que une diminution de la concentration en calcium, donc pour répéter les travaux de Djezorski. Donc là, c'est carrément pas seulement sur les carottes limnologiques, carottes sédimentaires que Djezorski a faites, mais aussi sur directement sur la composition en fait des lacs, des mesures sur le terrain. On confirme aussi cette diminution en calcium mesurée dans ces lacs. Mais ces changements climatiques, effectivement, ils peuvent avoir aussi des impacts très différents, notamment au niveau régional. Il y a certains lacs qui vont être plus impactés que d'autres, et il y a aussi d'autres affaires qu'on peut regarder qui sont en lien avec les changements climatiques. En conclusion, c'est encore difficile de faire des prédictions à l'heure actuelle. Cependant, j'ai eu l'occasion sur le terrain de voir effectivement des abondances assez impressionnantes de l'Opédium, comme ici au lac Ledoux. Et cette abondance-là, en fait, non seulement ce que j'ai vu à travers mes données, mais aussi à travers mes observations, elle dépend de nombreux facteurs. Il y avait des années où je suis allé sur un lac où on m'avait dit l'année d'avant qu'il y avait énormément d'holopédium, c'était une explosion, c'était infâme, toutes les holopédiums étaient en train de boucher les systèmes de filtration des lacs. L'année d'après, c'était moins fort que dans d'autres lacs que j'ai fait. Puis l'année d'encore après, on m'a dit, ouais, j'en ai même pas croisé. Donc la question, c'est cette année, est-ce que il va y avoir une explosion ou pas? On va voir. Et mon premier chapitre, en fait, concerne justement l'inventaire de ces facteurs-là, ce qui pèserait le plus dans l'abondance de l'opédium. Et ensuite, si des grandes tendances sont déjà visibles, les épisodes de sécheresse intense ou de précipitations extrêmes, amplifiés par les changements climatiques, peuvent avoir des impacts aussi sur les communautés lacustres. Comment? Il y avait l'affaire du carbone, effectivement, où si on a des précipitations qui sont très intenses, on va avoir des entrées de carbone qui vont être beaucoup plus importantes dans les lacs à certains moments dans l'année ou certaines années sur l'autre. Et au contraire, des épisodes de sécheresse importants pourraient mener à des incendies, des feux de forêt qui vont changer la composition du carbone organique dissous et son entrée dans les lacs. Mais en plus de ça, conduire parfois à des diminutions du niveau de l'eau qui vont avoir un impact aussi sur mes holopédiums, puisque ceux-ci sont assez sensibles aux augmentations de température. Ils meurent tous à 25 degrés Celsius et plus. Mais ils sont capables aussi de descendre un peu plus profondément dans la colonne d'eau pour chercher du frais. Cependant, si le niveau des lacs diminue, ils vont vite se retrouver bloqués et risquent de disparaître de certains lacs. Au contraire, si on a beaucoup d'eau, ils vont pouvoir s'étendre un peu plus et peut-être même, comme dans le cas de Thibaut avec ses poissons, envahir certains jardins à certains moments. Donc, encore beaucoup de questions en suspens et je suis ouvert aux vôtres. Merci.
Merci beaucoup, Quentin. À nouveau, c'était très clair et très intéressant. Donc, vraiment, merci pour l'effort de vulgarisation. C'est très, très apprécié. Dans le chat, tout à l'heure, avant de poser mes propres questions, j'ai vu qu'il y avait Monsieur Wisdom qui avait posé des questions sur les modifications physico-chimiques de l'eau liées aux inondations, ou peut-être qu'on peut y aller plus largement avec les aléas liés à l'eau de manière générale. Est-ce que tous les deux, j'ai vu que Thibaut avait déjà mis des éléments de réponse dans le chat. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Corentin, ou toi, Thibaut, est-ce qu'on pourrait discuter de ça 2 minutes? Bah vas-y Thibaut, discute de ça parce que j'ai pas lu le chat du coup, vu que je présentais. Oui, ben, c'est vrai que la- quand l'eau arrive justement sur des terres inondables, ben, justement, elle apporte plein de choses. Elle permet la sortie de plein d'invertébrés qui sont déjà au fond du sol. Du coup, ça permet au sol de fonctionner différemment que s'il n'avait pas eu d'eau. Justement, ça permet un apport indirect aussi. Donc, ça apporte bien évidemment tous les petits poissons qui, du coup, s'y nourrissent et mettent leurs excréments et, du coup, apportent justement plein de nutriments. Et d'apporter effectivement aussi beaucoup d'eau, eh ben, va lessiver justement les sols et les conditions physico-chimiques justement seront très différentes et l'eau peut être beaucoup plus turbide, donc beaucoup moins transparente. Et, et justement, ça aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté ce trait-là avec la taille de l'œil du poisson. On voit, j'ai vu là qui sont assez intéressants, où l'abondance des poissons qui ont une chasse, par exemple les dorés, ont une chasse à vue, et bien justement sont favorisés par ces conditions-là difficiles, puisque eux, de toute façon, ils sont très bons. Donc justement, on voit ces poissons-là qui peuvent supporter ces conditions-là et peuvent être compétiteurs pour emmener ça. Mais là, je me suis un peu égaré par rapport à la question, mais oui, effectivement, quand l'eau arrive, elle modifie énormément la physico-chimie de la plaine est très différente de celle du lac. Oui. Ok, j'ai deux, trois petites choses à rajouter. Parce que le cas de Thibaut, c'est qu'on a un système fluvial, donc avec énormément d'affluents qui arrivent d'un petit peu partout. Moi, j'étudie des lacs qui sont beaucoup plus petits, avec des affluents qui sont beaucoup plus restreints, parfois même des lacs qui sont quasiment pas d'affluents en dehors des épisodes de grosses précipitations. Oui, effectivement, les précipitations vont changer cette physico-chimie de l'eau selon leur importance. Et ça se fait aussi. C'est extrêmement dépendant en fait de l'amont de ces cours d'eau-là. Est-ce que c'est des forêts? Est-ce que c'est de la rocaille? Est-ce que c'est des champs? Ça va remettre en fait, ça va lessiver tout le sol, puis remettre en suspension toutes sortes d'éléments. Et ces éléments-là, après, ils vont se retrouver dans nos lacs en suspension. Ils vont pouvoir être utilisés par certains organismes, mais ils vont aussi avoir un impact sur d'autres organismes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'après ces épisodes de forte précipitation, on a certains organismes qui vont être favorisés, effectivement. Pour Thibaut, ça va être des affaires de prédation par les poissons. Pour mon zooplancton, ça peut être certains éléments qui sont très utilisés par mes petits crustacés et qui vont leur permettre de proliférer et d'avoir un impact aussi sur toute la structure de la communauté planctonique et du coup, toutes les étages supérieurs de la chaîne trophique aussi. Donc oui, ça peut faire des ravages, ces épisodes-là, mais la question, c'est sur un espace de temps un peu plus large. Ça va dépendre énormément de la résilience de cet écosystème. Est-ce que c'est un écosystème qui est très sensible à ces variations-là, ou est-ce que c'est un écosystème qui a déjà plus ou moins l'habitude de certaines variations importantes et du coup qui peut revenir à un état de stabilité assez facilement, assez rapidement. Le problème qu'on a avec les changements climatiques, c'est que ça change complètement tous nos régimes en fait de précipitation, tous nos régimes de climat. Ça décale aussi euh, tous nos, tous nos biomes vers le nord avec un réchauffement des températures globales.
Donc, certains de ces écosystèmes-là qui sont restés à l'équilibre pendant très longtemps et qui n'ont pas eu à subir énormément de variations, vont se retrouver confrontés à ces choses-là. Et la question de savoir si ils pourront retrouver un état stable ou se stabiliser avec un autre régime de communauté à l'intérieur d'eux-mêmes. Bonne question. On va voir. C'est pour ça qu'on travaille. Ouais, ben merci. C'était effectivement une bonne question à laquelle j'aurais été bien incapable de répondre, mais vous avez bien collaboré là-dessus. Est-ce que ça vous répond? Peut-être que je peux demander à ce qu'il allume son micro pour voir. Sinon, c'est pas grave, je vais y aller avec ma question, puis on pourra revenir là-dessus plus tard si on rebondit. Moi, j'ai tiqué sur quelque chose. C'est cette histoire de système de filtration bouché, qui me paraît Ouais. quand même assez important. Puis, je sais pas ce que vous mettez en place pour remédier à cette problématique, justement. Est-ce que vous avez des solutions pour vous adapter à ça ou est-ce que ça demande une modification de la problématique en elle-même de fond? Est-ce que vous avez des solutions sur le court terme, sur le long terme? Ok, donc le bouchage des pompes de filtration, bah malheureusement, faut que des gens passent pour changer, nettoyer les filtres, retirer la gélatine qui vraiment se cloque. Puis en plus, c'est quelque chose, c'est une matière qui est très très malléable. Donc, si tu veux, ça va être très difficile parfois de dégager ces filtres avec un brossage important. Puis ça dépend aussi de la taille de tes pompes, etc. Mais tout ça, ça dépend en fait principalement de l'abondance des holopédiums. Donc là, c'est l'abondance absolue qu'on parle. Ouais. De l'abondance, la concentration de l'holopédium, le nombre d'individus que tu as par litre à l'endroit où tu vas pomper l'eau. Donc ce qu'on sait, c'est que Holopédium, lui, va préférer plutôt être autour des points les plus profonds du lac pour lui permettre d'aller chercher du frais quand il en a besoin, etc. Et il n'a pas trop peur des prédateurs, même assez gros, qui passent par là, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que comme la gélatine elle est pauvre, ils vont se remplir l'estomac très vite avec très peu de nutriments. Contrairement à si ils allaient chercher des daphnies ou ces choses-là, qui sont elles plus riches comparativement au volume en lipides et permettent à nos poissons de croître plus facilement. Donc pour la question des pompes, Holopédium, lui, il est pas tant sur les bords du lac, donc normalement ça influe pas trop. Mais dans le cas d'une gélification du lac, l'abondance d'Holopédium devient tellement intense que on en retrouve même, on passe la main dans l'eau vers le bord du lac et on retrouve de la gélatine en tabarouette. Donc là, les choses qui sont faites à l'heure actuelle, c'est que il y a des affaires de remédiation de l'acidification des lacs qui sont déjà en place, mais ça a un double impact, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter des poudres qui vont permettre de faire un effet tampon en fait sur cette acidité, des poudres qui sont souvent riches en calcium et en magnésium. Et le magnésium a pas été trop étudié indépendamment des autres ions depuis les années 30. Mais ce qu'on voyait, c'était qu'à l'époque, Hutchinson, en 1932, avait fait un papier comme quoi le magnésium pouvait avoir un effet sur la reproduction des cladocères, nos petits crustacés. Donc les cladocères, c'est les daphnies et entre autres. Et l'ancien groupe des holopédiums, donc en 1932, c'était le cas, quoi. Puis donc voilà, en fait, c'est que ça va tuer une bonne partie de notre zooplancton qui est pas habitué à avoir de telles concentrations de calcium. Mais d'un autre côté, ça peut permettre de faire un tampon si on arrive à bien gérer les concentrations pour éviter à Holopédium de trop proliférer. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres affaires que le calcium aussi qui jouent sur cette abondance d'Holopédium et, et c'est des facteurs qui sont encore à découvrir. Donc, j'ai du travail. Oui, ça a l'air, mais ton chapitre 1 a l'air pas mal engagé, donc c'est vraiment cool pour toi. Est-ce que Thibaut, il y avait des choses qui faisaient écho à la présentation de Corentin à mettre en avant ou à demander, ou est-ce que tout était très clair pour toi parce que c'est ton domaine? Ah ben après, je connais aussi son sujet parce qu'on est tous les deux à l'UQTR, donc Ouais, c'est vrai que. Mais après, je réfléchissais euh, quand tu as présenté ta double carte avec les conditions, avec ton carbone dissous et ton abondance de l'opédium. Et je me posais la question, effectivement, ben, il y a un joli pattern justement entre les deux. Mais
À chaque fois que j'unmute, j'ai un petit son. C'est parfait. Et en fait, je me posais la question de savoir si tu pouvais ajouter quelque chose, justement, qu'est-ce qui mettait que ça pouvait être 100% de l'Holopédium? Est-ce que c'est, par exemple, la taille de ton lac ou sa profondeur qui pourrait du coup dire, ah ben, c'est normal, en fait, parce que il y a d'autres conditions qui font que ça puisse être que lui en plus. Pour toi, ça serait quel autre paramètre que tu pourrais rajouter qui expliquerait justement cette abondance-là plus que le carbone dissous? Ben, jusqu'ici, j'ai fait tourner pas mal de modèles, j'ai fait pas mal d'analyses sur ces données-là. Donc, les données du NLA en 2007, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a comme 400 variables qui prennent toute la physico-chimie de l'eau, toute la taille des lacs, leur niveau d'urbanisation, leur profondeur maximale, etc. Euh, Puis latitude et longitude qui peuvent parfois avoir une influence aussi, et le régime de température. Le problème numéro un, c'est que on n'a pas de données sur les variations annuelles des lacs dans ces données-là. C'est juste un point qui a été fait, un échantillonnage dans l'année, parfois deux, pour certaines raisons qui sont assez obscures, je l'avoue. Mais moi, quand je regarde ces données-là par rapport à mon abondance de l'Eupédium, donc à cet instant T, qui peut être pile poil au moment d'un de ces deux pics d'abondance, comme qui peut être en dehors de ces pics d'abondance. Donc là aussi, ça peut avoir une influence sur l'interprétation de mes résultats. Mais on voit plusieurs paquets. Donc effectivement, il y a la question de la profondeur maximale du lac qui pouvait être retenue. Ce qu'on voit, c'est que pas tant. La plupart des holopodiums sont des lacs plutôt peu profonds dans la plupart des cas. Mais quand je dis peu profond, c'est qu'ils sont environ 4, 5, 7 mètres de profondeur pour la grande majorité. Et on peut les retrouver dans des lacs jusqu'à 20 mètres de profondeur, etc. Mais ils vont pas aller descendre jusqu'au fond dans ces cas-là. Ils vont vraiment rester sur cette zone maximale à 6-7 mètres de profondeur et pas trop loin de la surface. Pour les affaires de taille du lac, il n'y a pas d'effet. Pour les affaires d'altitude du lac, on y avait pensé aussi, il n'y a pas tant d'effet. Mais au final, moi, ce que j'avais retenu et ce qui marchait le mieux pour ces modèles-là, c'était le carbone, le phosphore, dont l'Eupédium se nourrit, qui a aussi un lien avec la couleur de l'eau, donc un effet protecteur, le calcium, évidemment, et le magnésium. Donc ces quatre affaires-là, je les ai retenues. Mais quand je fais tourner mes modèles, on voit qu'il y a encore des affaires qui restent énigmatiques, où on a des affaires où on a l'Eupédium qui est zéro d'abondance, malgré que ces quatre paramètres-là sont bons. Mais c'est pas si énigmatique si je fais un peu plus de recherche sur quel facteur ce serait genre des éléments qui seraient un peu trop forts ou quoi que ce soit qui ferait sortir Holopédium de cette zone-là, ou alors inclure aussi des affaires donc, de compétition, comme j'avais dit, Daphné serait un compétiteur pour Holopédium, il y a peut-être d'autres espèces de zooplancton qui sont des compétiteurs aussi, et bien sûr des affaires de prédation. Même si toutes les conditions sont favorables en termes physico-chimiques, c'est possible que tu aies une pression de prédation qui soit plus importante. Dans le cas de l'Holopédium, ses principaux prédateurs, ça va être certes les poissons, mais surtout d'autres organismes zooplanctoniques tels que Chaoborus, qui est une espèce zooplanctonique prédatrice avec des petits bras qui va venir écarter la capsule en gélatine pour récupérer l'Holopédium à l'intérieur, mais ça demande un effort assez intense pour lui et c'est plus facile pour lui d'aller choper les copépodes et les daphnies. Et ensuite, on a Vitotrophès longimanus, qui est une larve de coléoptère, qui va venir prédater aussi nos holopédiums. Donc ouais, quand on pense à l'écologie, il faut penser à une espèce de sac de nœuds à démêler et où c'est difficile de faire la part entre quel facteur est réellement important ou pas et lesquels on garde, lesquels on jette. Et puis en fait, on se rend compte que dans le lac d'à côté, c'est différent, etc. Mais nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est les grandes tendances. Et pour le moment, voilà, je garde ces quatre affaires-là et je vais voir après pour en inclure d'autres ou des affaires de prédation de compétition si je peux, qui seront peut-être un peu plus apporter une petite brique de précision. Okay. Puis là, comme on a parlé de prédateurs, je vais juste terminer parce que finalement, le temps est quand même passé assez vite. Mais je voulais un petit peu parler de l'influence humaine ou de l'influence sur les humains. Est-ce que tu arrives à faire des liens avec ça ou est-ce que c'est pas du tout dans ton champ d'expertise et du coup, tu n'y as pas travaillé? Bah, moi, l'influence sur les activités humaines,
C'est que Holopédium, pour le moment, on s'en sert pas, on ne s'en nourrit pas, on n'utilise pas pour les industries ou quoi que ce soit. Mais par contre, il a un effet plus ou moins néfaste. Comme j'avais dit, c'est que s'il prolifère, tu as un impact sur les pêcheries, tu as un impact sur les stations de pompage, tu as un impact sur les activités nautiques, etc. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont aller nager dans le lac, qui vont sentir la gélatine sur eux et ils vont dire ouais, c'est pas hyper agréable, mais c'est doux, ça chatouille, c'est marrant. Et il y en a d'autres où tu as des turbines de sidou qui vont aussi se retrouver cluguées par la gélatine dans les cas les plus extrêmes. Donc, je dirais que l'Holopédium, dans le cadre d'une explosion de son abondance, a un impact plutôt négatif. Dans le cadre d'une abondance assez classique, assez à l'équilibre, là, il n'y a pas tant d'effets néfastes en soi. Ok. Puis cette gélatine-là, elle représente aucun risque sanitaire pour les personnes qui seraient en contact, par exemple, puisque toi, tu vas faire tes prélèvements directement. Alors, justement, c'est une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que cette gélatine-là, elle serait un hotspot, c'est-à-dire un endroit où on retrouverait une forte prolifération, une forte diversité bactérienne dans les lacs. Pourquoi? Parce que si ces sucres-là sont pas si faciles que ça à digérer par les poissons, on a des bactéries qui les dégradent très bien. Et est-ce que Holopédium sécrète des antibiotiques qui recouvrent sa capsule en gélatine pour éviter l'attaque par les bactéries qui vont venir la décomposer? Ou est-ce qu'il sécrète la gélatine en continu et en fait, c'est comme les dents des requins qui poussent et qui tombent. La question subsistait aussi dans mon modèle, que est-ce que ces capsules en gélatine-là, elles sont complètement dégradées dans la colonne d'eau avant d'arriver au fond, ou est-ce qu'elles tapissent le fond et s'intègrent au sédiment, et on pourrait voir plus tard des carottes sédimentaires, on a comme des étages remplis de gélatine, témoins d'un moment de prolifération importante de l'opédium. On verra ça plus tard. Ok. Puis sur une fourchette de temps, tu estimes ça aux alentours de combien? Très largement. Pour finir mes études, Non, pas pour finir tes études, pour avoir plus de précision quant à cette problématique-là. ah oui, bah ouais, c'est ça, je dirais dans quelques années, là. Ok, Le donc temps c'est que je quand même publie assez mes rapide. articles, et, voilà, et puis qu'on ait d'autres affaires aussi, d'autres personnes qui se penchent sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont sur le sujet de l'opédium à l'heure actuelle. Il y a celui de Jezerski qui est toujours là. Et après, bah, je suis pas le seul à faire du zooplancton au Québec non plus. Il y a mon collègue Charlie Savant dans le laboratoire d'Eric Harvey qui travaille aussi sur l'opédium pour d'autres affaires. Là. Mais, voilà. Ok, bah, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ce sera le mot de la fin, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter ou à demander maintenant. En tout cas, je vais arrêter l'enregistrement et puis vous remercier en coulisses. Voilà.